l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal dont voici les principaux titres. Jour d'élection présidentielle en Tunisie, c'est dimanche 23 novembre. Sur les 27 candidats en lice, 2 sont favoris. Le chef du parti Nida Tounes, Béji Kayed, et le président sortant Monsef Marzouki. Tournée africaine du Premier ministre français après le Tchad, Manuel Valls est arrivé ce dimanche au Niger pour exprimer l'engagement de la France contre le terrorisme au Sahel. Et c'est toujours l'impasse à Vienne en Autriche dans les négociations sur le nucléaire iranien. Aucun accord n'est possible d'ici lundi, déclaration des négociateurs iraniens. Voilà pour le sommaire, mais d'abord cette information qui vient de tomber. Le Burkina Faso a enfin un gouvernement. Le président de la transition, Michel Kafando, s'occupera du ministère des Affaires étrangères, le Premier ministre, le lieutenant-colonel Zida en charge de la défense. Quant à Joséphine Ouédraogo, qui fut candidate à la présidence de la transition, elle est nommée garde des Sceaux. D'autres personnalités issues de l'armée sont nommées au ministère de l'Intérieur, des Mines ou encore de Sport. Nous y reviendrons bien sûr plus en détail dans nos prochaines éditions. C'est une première en Tunisie. Jamais autant de candidats n'ont brigué les fauteuils présidentiels. Ils sont 27, avec un grand absent dans cette course, le parti Ennahda, qui avait pourtant remporté l'élection de 2011 et qui est arrivé second aux législatives d'octobre dernier. Et seront des résultats encore partiels. On s'achemine vers un second tour. Pas de triomphalisme, mais le visage confiant des favoris pour Béji Caïd Essebsi. J'ai voté pour la Tunisie, lance juste à la sortie du bureau électoral celui que tous les sondages donnent en tête de la présidentielle d'aujourd'hui. Mais à 87 ans et après une vie politique bien remplie sous les régimes de Bourguiba et Ben Ali, le chef du parti Nida Tounes compte bien surfer sur la victoire de sa formation aux législatives du mois dernier. Le chef de l'État sortant, Monsef Marzouki, est son adversaire le plus sérieux et pourrait bénéficier du report de voix des partisans d'Ennahda, car les islamistes, désormais deuxième parti tunisien, n'ont pas présenté de candidat pour cette présidentielle et se gardent bien d'insulter l'avenir, saluant le bon fonctionnement de la démocratie. Nous devons profiter des acquis et des réussites pour faire l'histoire et pas seulement un événement isolé. Les Tunisiens doivent savoir qu'il n'y aura plus d'injustice après aujourd'hui. Une absence d'injustice qui passe en tout cas par un processus démocratique transparent. Et sur ce point, l'instance électorale est, comme pour les législatives, très enthousiaste, s'appuyant sur les 27 000 observateurs déployés dans le pays. Près de 4 ans après leur révolution, les Tunisiens ne peuvent être que satisfaits du virage institutionnel pris par leur pays, mais ils attendent encore beaucoup du futur pouvoir. Je désire un président qui travaille entièrement au bien-être des Tunisiens, qui assure la stabilité du pays et la sécurité du peuple. Chômage de masse, notamment chez les jeunes, tourisme en berne et violence des djihadistes. Le prochain président tunisien aura de nombreux dossiers à gérer. Béji Caïd Essebsi est le mieux placé des 27 candidats. On saura d'ici mercredi s'il arrive en tête et si un deuxième tour est nécessaire. Autre titre de ce journal, l'engagement de la France contre le terrorisme au Sahel a été au centre de la première tournée africaine du Premier ministre français. Manuel Valls, après le Tchad, il s'est rendu ce dimanche au Niger, où il s'est entretenu avec le président nigérien Mahamadou Issoufou. Je vous propose d'écouter le Premier ministre français. Dans un contexte régional instable, le Niger est pour la France un partenaire de tout premier plan. Dans le cadre de l'opération Serval, il a permis le déploiement de notre force et le succès opérationnel de notre intervention. Le prix du sang crée un lien, je crois, indéfectible entre la France et le Niger. Au Gabon, suite aux instructions du président de la République Ali Bongo Ondimba de créer un cadre législatif de concertation et de négociation, le Premier ministre gabonais a tenu une rencontre sur la question. Voici à ce sujet les reportages de nos confrères de la télévision gabonaise. Les instructions du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, ce lundi 17 novembre 2014, à l'endroit du Premier ministre chef du gouvernement, le professeur Daniel Unaondo,
était claire, nette et précise. Le Premier ministre, chef du gouvernement, le professeur Daniel Onaondo, et quelques membres de l'équipe gouvernementale qu'il dirige, mais aussi d'une délégation de la présidence de la République se mettent au travail. Une séance de travail de plusieurs heures a lieu le 18 novembre 2014 dans la salle du Conseil interministériel. Mercredi 19 novembre 2014, à l'initiative du Premier ministre, chef du gouvernement, une rencontre avec les partenaires sociaux, syndicaux et patronaux a lieu à Bercy. Il est question pour le gouvernement de proposer, après réflexion, un projet de loi créant un cadre législatif de concertation et de négociation conformément aux autres orientations du chef de l'État. Cette grande décision du président de la République, chef de l'État, doit être comprise comme l'expression d'une volonté, celle de mettre en commun l'ensemble des cahiers de charges de toutes les organisations professionnelles des travailleurs et des employeurs du Gabon, afin d'être en situation d'examiner, le cas échéant de régler, une fois pour toutes, tous ensemble, les problèmes qui se posent à nous tous. Une rencontre bénéfique pour les deux parties. Pour le gouvernement, créer un tel cadre permet de jeter les bases d'un contrat de confiance avec les partenaires sociaux. Pour ces derniers, ce projet de texte doit faire l'objet d'un examen minutieux par les juristes de leur base. La fièvre hémorragique Ebola continue de faire des victimes. Les dernières en date ont été enregistrées au Mali qui compte déjà 7 décès causés par le virus. Globalement, la maladie a fait plus de 5000 décès et ce bilan inquiète l'Organisation mondiale de la santé. Un médecin cubain atteint d'Ebola a été admis vendredi dans un hôpital de Genève où il se trouve dans un état stable. Il était arrivé en provenance de la Sierra Leone habillé d'une combinaison protectrice. Il reçoit actuellement un traitement expérimental qui a eu des effets positifs sur d'autres patients. Selon un dernier bilan, Ebola a fait près de 5500 morts sur plus de 15 300 cas recensés en Afrique de l'Ouest. Le Mali, dernier pays touché, a enregistré une 7e victime, ce qui inquiète les Nations Unies. La nouvelle chaîne de transmission au Mali est bien sûr source de grande préoccupation, souligne le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon. Nous sommes en train de traduire les leçons que nous avons apprises de l'épidémie en action rapide pour empêcher une propagation du virus au Mali. Par ailleurs, en Guinée, d'où est partie l'épidémie il y a presque un an, des individus ont volé une glacière qui contenait des échantillons de sang potentiellement contaminés par le virus Ebola. Le véhicule qui transportait cette glacière se rendait vers un laboratoire avant qu'il ne soit intercepté par les malfaiteurs. Toujours dans le registre lutte contre Ebola en Guinée, selon les autorités, la situation est en passe d'être maîtrisée. Par exemple, cette semaine, aucune préfecture n'a été touchée par la maladie. Mieux, la Guinée prévoit la construction d'autres hôpitaux pour améliorer la situation sanitaire dans le pays. Et le président Alpha Condé, lui, s'est dit rassurant. En marge de ce 5e sommet sur l'entrepreneuriat ici à Marrakech, le président de la République a été invité à faire le point sur la situation de la fièvre hémorragique à virus Ebola en Guinée. Pour circonscrire rapidement cette épidémie, professeur Alpha Condé s'est fixé plusieurs objectifs. Notre problème, c'est la sensibilisation pour permettre à tout le monde d'accepter ce que les médecins disent, d'accepter que les médecins rentrent dans les villages, d'accepter que les contacts acceptent d'être suivis pendant 21 jours. Le deuxième, c'est le suivi des contacts à 100%. Parce que si vous suivez à 95%, les 5% que vous ne suivez pas peuvent développer la maladie. Et enfin, suffisamment de centres de traitement et prendre les malades à temps. Si on prend les malades à temps, ils ont 70 à 80% de chances de réussir. Donc les centres de prise en charge, c'est très important pour nous. Nous voulons en mettre 60 pour que personne ne puisse venir du Libéria et de Sierra Leone. Nous n'allons jamais fermer nos frontières. Mais au moins, tout le monde qui vient prendre sa température. S'il est positif, on le soigne tout de suite. S'il est négatif, on fait un contrôle. Le président de la République a mis l'occasion à profit pour saluer et remercier Sa Majesté, le roi Mohamed VI, pour son soutien sans détour à la Guinée dans cette période difficile d'Ebola. Le maintien de la coopération de tous les vols vers Conakry et le soutien à l'équipe nationale de Guinée ont été largement évoqués par le chef de l'État qui a martelé, je cite, « Le peuple de Guinée se souviendra toujours du soutien incontestable des frères marocains ». À l'international, l'impasse à Vienne en Autriche où se déroulent les négociations entre les Occidentaux et Téhéran sur le nucléaire iranien. Impossible de trouver d'ici lundi un accord global, déclaré un négociateur iranien ce dimanche. À Vienne,
l'horloge tourne et toujours pas d'accord. Les négociations avec l'Iran ont pourtant repris ce dimanche. John Kerry veut tout tenter pour éviter une nouvelle prolongation des pourparlers qui serait dangereuse politiquement. Israël, ennemi juré de la République islamique, se dit de son côté inquiète. Nous surveillons l'avancée des négociations avec vigilance et inquiétude. L'Iran ne doit pas être autorisé à devenir un État nucléaire. Il serait donc préférable qu'il n'y ait pas d'accord, plutôt qu'un mauvais accord, qui mettrait en danger Israël, le Moyen-Orient et toute l'humanité. Les points de divergence restent nombreux. La communauté internationale exige que l'Iran réduise sa capacité nucléaire. De son côté, Téhéran revendique son droit à une filière nucléaire civile complète et demande la levée des sanctions économiques. En marge des négociations, plusieurs Iraniens fondamentalistes ont manifesté dans la capitale iranienne. Le but de la négociation est de prendre et de donner. Nous avons renoncé à l'enrichissement à 20% de notre uranium, mais ils n'ont accédé à aucune de nos demandes. Les sanctions sur nos banques et notre pétrole n'ont pas été levées. Nous sommes pessimistes dès qu'il s'agit des Américains et nous sommes pessimistes sur ces négociations. Pour l'heure, chaque camp se renvoie la balle et s'accuse de ne pas faire assez de sacrifices. Selon les informations de France 24, si aucun accord n'est trouvé d'ici lundi, il faudra encore au moins 2 mois pour jeter les bases d'un traité durable. Les États-Unis ont lancé ce dimanche une série de bombardements sur les positions de l'État islamique autour de la ville de Kobané dans le nord de la Syrie. Cela fait maintenant plus de 2 mois que dure la bataille pour le contrôle de cette zone. Et voyons maintenant cette histoire incroyable mais vraie et pourtant qui se déroule en Syrie et en Irak. Cette jeune adolescente irakienne mariée de force à un membre de l'État islamique alors qu'elle tentait de fuir son pays en proie à la guerre. Une fuite sans fin pour échapper à l'organisation de l'État islamique. Début août, la minorité yazidi quitte le nord de l'Irak devant l'avancée des djihadistes. Les habitants laissent derrière eux leurs maisons. Des dizaines de milliers de personnes se retrouvent sur les routes. Des centaines sont tuées, d'autres enlevées, y compris cette jeune fille de 15 ans. Aujourd'hui, à Erbil, elle est l'une des rares à avoir réussi à s'échapper. Elle raconte son calvaire. Ils nous ont maltraités et ils nous ont forcés à nous marier. Quand on a compris comment on allait devoir vivre, on s'est dit qu'il fallait mieux s'évader que de rester ici. Alors un jour, on a vu que les gardes n'étaient pas là et on a couru pour s'échapper. Dans une vidéo amateur récemment postée sur Internet, des combattants de l'État islamique discutent de ce qu'ils appellent le jour du marché aux esclaves. Un jour où des jeunes filles yazidis, parfois d'à peine 12 ans, sont vendues pour être mariées aux membres de l'organisation. Des enchères ou même des jeux de chance décident de leur destin. Je ne l'ai pas vu de mes propres yeux car j'avais déjà été choisie par le commandant. Mais mes amis ont été vendus aux membres du groupe. Chaque fille avait un numéro devant elle et ensuite, les hommes ont fait tourner une roue pour choisir. Diabolisés par l'organisation de l'État islamique, les yazidis ne sont pas les seuls à être persécutés. Les chrétiens et les chiites sont eux aussi des cibles. Selon les Nations Unies, les djihadistes ont commencé un nettoyage ethnique et religieux. Retour sur le continent, plus particulièrement au Mali, avec cette exposition d'art plastique dénommée Mbé Malifait qui s'est déroulée hier à l'hôtel Salam de Bamako. L'objectif était d'une part d'œuvrer pour la stabilité et la paix au Mali et d'autre part de mener nos campagnes de lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. Je vous propose d'écouter quelques réactions au micro de nos reporters Abdoulaye Maïga et Sekou Doumbia. Le but de cette exposition, c'est lutter contre le virus Ebola. Et là, les tableaux qui sont exposés, surtout le tableau qui est derrière moi, parlent directement de la lutte contre Ebola, qui est inspiré sur une histoire ancienne. Et vous savez, à l'époque, s'il y a une maladie qui frappe les villages, on dit à chaque famille de crépir les murs, surtout les portes centrales. Voilà, c'est de décrépir les portes avec les caca de vache. J'avais promis aussi à chaque tableau bandit que les 30% sera versé pour lutter contre le virus Ebola. Il y a un vernissage dont nous avons l'honneur de parrainer au ministère de la Culture. C'est mettre en valeur un peu, ou plutôt mettre la culture au service de la société et également placer la culture sur le front
de la guerre contre la maladie à virus Ebola. Alors vous verrez ce magnifique tableau qui a été peint avec beaucoup d'humour, artistique bien entendu. Nous avons le mot Ebola qui est assez effrité par cette arme puissante de la culture, donc pour bouter Ebola hors de ce pays, hors du monde. Et donc comme c'est fait par un Diallo, nous avons la liste de tous les non-forgerons du Mali, encore la culture au service vraiment du Mali et du savoir-faire malien. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et surtout toutes nos excuses dans le retard pris pour le démarrage de ce journal. Passez d'excellents moments en notre compagnie. À demain. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable.